Éric Branca, bonjour. Bonjour. J'ai le plaisir de vous recevoir dans le cadre de cette émission spéciale dédiée au 8 mai 45 et qui nous permet d'être avec nos auditeurs le 9 mai. Vous avez écrit très récemment un livre passionnant, 300 jours, 13 juillet 44, 9 mai 45, 10 mois pour en finir avec Hitler. Alors, la thèse du livre, c'est de revenir sur cette gigantesque opération de libération de l'Europe, d'anéantissement du régime nazi. Et on a aujourd'hui le sentiment, quand on regarde les cérémonies qui ont eu lieu hier, que d'une manière générale, on privilégie absolument ce qu'ont fait les Anglo-Américains, qu'on a tendance à un peu minimiser le rôle de la France, alors que 300 000 soldats allemands ont été faits prisonniers par les Français en 44-45, qu'on a tendance à oublier le débarquement de Provence. Enfin, autrement dit que le narratif anglo-américain a un peu pris le pas sur la réalité historique. Il ne vous a pas échappé que les Anglo-Américains, et les Américains spécialement, étaient les rois du soft power. Et ce soft power, ils l'ont exercé avec un talent particulier depuis 1945. Et il suffit de regarder les sondages pour comprendre comment ce narratif, comme vous dites, je déteste ce mot, mais enfin, pardonnez-moi, je parlais comme Macron, c'est très mal de ma part. Non, ce récit, non, mais vous avez tout à fait raison de l'employer, parce que c'est ce qui est employé aujourd'hui, et ça ne correspond pas à la réalité historique. Le narratif est quelque chose qui se substitue à la réalité historique. Et le narratif américain a gagné, par exemple, sur le narratif russe. Vous demandez aux Russes qui a gagné la Seconde Guerre mondiale, pour eux, comme disent les jeunes, il n'y a pas photo. À 99%, ils considèrent que c'est eux. Et on peut les comprendre puisqu'ils ont perdu 15% de leur population. Les chiffres russes, aujourd'hui, sont d'ailleurs revus à la hausse parce qu'en 1945, ils ne voulaient pas trop montrer leur faiblesse et ils ont plutôt insisté à la baisse. Mais on tourne autour de 25 millions. Il y a des historiens américains aujourd'hui et russes qui parlent de 37 millions de morts. On est bien d'accord. Hein. De morts russes. C'est considérable avec plus de 60% qui étaient des civils. Bien. Les Américains, en Europe, c'est 250 000. Et pour la bataille de France et de Normandie, 140 000. Pas tout à fait la même chose. Là aussi, on parle des soldats morts et non pas des soldats engagés. Mais absolument. Effectivement, 140 000 d'un côté, 37 millions de l'autre, numériquement... Tenons-nous-en à 25 millions qui sont les chiffres officiels, c'est déjà considérable. Bon. Les Américains ont donc imposé ce narratif parce qu'il est arrivé avec la guerre froide, qui, je vous le rappelle, commence dès la conférence de Potsdam. La guerre froide, elle commence alors que la guerre chaude vient à peine de se terminer. Alors, il y a des excuses à cela pour les Français qui, eux, pensent, contrairement aux Russes, que ce sont les Américains à 90% qui ont été les principaux contributeurs de la guerre. L'excuse, c'est que ce sont de fait les Américains qui ont libéré le territoire français. Ce ne sont pas les Russes, ce sont les Américains et les Anglais. C'est incontestable et même quelqu'un comme De Gaulle qui savait leur tenir la dragée haute quand ils voulaient exercer leur impérium sur la France a toujours reconnu le sacrifice des GI. Il faut d'ailleurs noter que s'il n'est pas allé en juin 1964 en Normandie pour commémorer les 20 ans du débarquement, il a envoyé son ministre, il a invité les Américains, mais lui a préféré aller en Provence pour commémorer l'action de la première armée française, dont on parle très rarement, et qui pourtant était décisive pour libérer le sud de la France, la vallée du Rhône, l'Alsace. Pas les Américains qui ont libéré la vallée du Rhône et qui ont fait la jonction avec les troupes qui avaient débarqué en Normandie. Ce sont les Français. Et ça, on l'oublie beaucoup. Et De Gaulle est allé commémorer cet anniversaire en Provence. Nous n'avons pas eu... mais il a invité les Américains en Normandie, qui ont été très bien reçus d'ailleurs. Nous n'avons pas eu cette délicatesse pour les Russes, puisque les Russes n'ont pas été invités aux commémorations du 8 mai alors qu'ils ont été les principaux contributeurs en termes de morts. On ne les a pas non plus invités, ce qui est tout de même un comble, à la commémoration des 80 ans de la libération d'Auschwitz, car c'est les Soviétiques, qu'on les aime ou non, ce sont les Soviétiques qui ont libéré les camps d'extermination. Alors même si cette libération de l'Europe de l'Est s'est soldée par une occupation de l'armée soviétique et même, horreur, ils ont réemployé quelques semaines après les avoir libérés les structures concentrationnaires nazies pour y embastiller leurs propres opposants. Donc c'est vrai on est parfois un peu surpris de la manière dont Staline concevait la chose.
Oui, mais vous avez raison, ils n'ont pas été invités alors qu'ils ont été les principaux artisans de cette libération. Exactement. Vous savez, il y a une chose, il y a une coïncidence qu'on souligne rarement. Le débarquement a lieu le 6 juin. Ça se passe très bien jusqu'au début juillet. Et puis pendant tout le mois de juillet, les Américains sont bloqués dans le Cotentin, dans ce qu'on a appelé l'enfer des haies. Ils ont affaire à une résistance allemande très, très vigoureuse, très virulente, et eux-mêmes sont mal entraînés. Ils ont été très mal entraînés en Angleterre. Ils vont s'aguerrir petit à petit, et ils vont devenir de très bons soldats. Mais quand ils sont confrontés au Panzer en Normandie, ça se passe plutôt mal. Et ils piétinent pendant 1 mois. Et d'ailleurs, certains soldats qui sont isolés pensent même que le débarquement a raté et qu'ils ont été abandonnés en France, parce qu'ils n'avaient aucun contact avec leur commandement. Et donc c'est très sur le fil, c'est très tangent les premières semaines, le premier mois du débarquement. Et au même moment, il y a la plus grande opération militaire de tous les temps, qui est l'opération Bagration, que lancent les Russes, que lancent les Soviétiques sur toute l'Europe de l'Est, et qui vont reconquérir en un peu moins d'1 mois l'entièreté de la Biélorussie, l'entièreté de l'Ukraine, qui vont arriver aux portes de Varsovie, et qui vont casser les reins à tout ce qui restait d'efficace dans la Wehrmacht. C'est-à-dire qu'après la disparition des dernières troupes allemandes à l'Est, c'est-à-dire à peu près 500 000 morts en 1 mois, l'armée, la Wehrmacht pourra plus se reconstituer, n'aura plus d'arrière, n'aura plus de réserve, n'aura plus rien. Et on peut se demander très sérieusement, alors on ne refait pas l'histoire avec des si, mais on peut se demander très sérieusement ce qui serait advenu en Normandie s'il n'y avait pas eu le meilleur de l'armée allemande mobilisée à l'Est et détruite à l'Est. Le débarquement n'aurait peut-être pas été le succès qu'il a été. Donc, quoi qu'on pense des Soviétiques, on leur doit beaucoup pour la libération de l'Europe, y compris chez nous. Nous avons été libérés par les Américains, de fait. Mais parce que voilà, les Américains n'avaient pas en face d'eux toutes les forces allemandes qui auraient pu être mobilisées. Vous avez raison d'insister sur cet enfer des haies normandes, parce que par ailleurs, les Allemands résistaient terriblement dans le Médoc, les Allemands évidemment ont parfaitement résisté en Provence. On a l'impression aujourd'hui que une fois que le débarquement de Normandie est fait, c'est tous les Allemands qui fuient la France. Pas du tout, en fait. Dans toutes les régions françaises où les Allemands étaient implantés, l'armée allemande a résisté avec acharnement. Absolument. Alors, il y a eu un mouvement de repli après la chute de Paris. Là, qui a été ordonné par Hitler d'ailleurs, ils ont passé la Seine et ils sont repliés en Belgique. Donc là, il y a eu une espèce d'euphorie, mais qui n'a pas duré très longtemps, parce qu'ils se sont regroupés aux Pays-Bas, et il y a eu cette catastrophe stratégique qui a été l'opération Market Garden, lancée par Montgomery, qui avait l'idée d'encercler la Ruhr, de passer, vous savez, c'est le grand film de Richard Attenborough, Un pont trop loin, de passer le Rhin un petit peu tôt, et puis d'encercler la Ruhr, et donc d'étouffer le poumon économique de l'Allemagne. Montgomery a forcé la main, de façon pas très honnête, à Eisenhower, en lui faisant croire que c'était gagné. Et il y aurait une émission complète à faire sur Montgomery, qui est vraiment l'un des personnages les plus détestables qui soit. Très particulier. Vous savez que Eisenhower, après la guerre, alors il n'a rien dit sur Montgomery, c'était un type exemplaire, Eisenhower. Très fair-play, ça a été un très grand commandant en chef. Bref, donc il n'a rien dit sur Montgomery, avec lequel il a eu des passes d'armes, mais homériques. Et puis, en 64, il n'est plus président, il fait une émission de télé américaine, et il s'est laissé aller hors micro, le dit, mais enfin, Montgomery, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, ça a été enregistré, et il a dit, c'était un psychopathe. Mais oui, mais enfin, tous ceux qui l'ont fréquenté racontent cette espèce d'appétit de pouvoir personnel, de gloriole personnelle, et le mépris absolu des autres généraux dont les idées étaient forcément pas bonnes puisque ce n'étaient pas les siennes. Absolument, y compris avec Eisenhower. Voilà, quitte à saboter d'ailleurs de temps en temps des opérations. Et donc vous le citiez vous-même, voilà, les Allemands se sont repliés, en fait ils se sont reconstitués, Montgomery y va. C'est pas pour rien qu'on met 300 jours en fait. Il n'a pas suffi de débarquer le 6 mai 44 pour que ce soit fini. En fait, on met quasiment 1 an. Exactement, 10 mois. 10 mois. Et alors, l'opération Market Garden, donc, qui est un échec cuisant, et en même temps, c'est la dernière victoire allemande, débouche sur quelque chose que je décris et qui est rarement raconté, parce que c'est passé par profits et pertes, mais débouche sur la dernière famine d'Europe. Parce que la population néerlandaise a aidé
les Anglais, qui avaient été parachutés derrière les lignes allemandes, les ont cachés, etc. Et les Allemands voulu se venger. Mais vraiment de se venger, comme c'est rare, ça a rarement été fait dans l'histoire contemporaine, dans l'histoire récente, parce qu'ils considéraient les Hollandais comme des frères de race, comme des Ariens pur sucre, et Himmler aurait voulu lever 3 divisions SS, et les Néerlandais non seulement ont été des résistants exceptionnels, mais n'ont pas du tout donné dans le schéma de l'Europe nouvelle. Et quand ils sont mis à aider les Anglais, la vengeance allemande a été terrible. Elle ne répondait à aucune nécessité stratégique, c'était vraiment de la vengeance à l'état pur. Hitler a décrété un embargo sur toutes les denrées alimentaires aux Pays-Bas. Et il y a eu 30 000 morts de faim pendant l'hiver 44-45. Et la Hollande a été libérée en avril 1945, c'est-à-dire quelques jours avant la capitulation allemande. Donc merci Montgomery. Merci quand même à Montgomery, voilà, qui n'avait pas que des défauts. Je suis en train de recevoir Éric Branca, où nous parlons de la libération de l'Europe, en nous appuyant fortement sur son excellent ouvrage 300 jours, paru aux éditions Perrin, 300 jours, 10 mois pour en finir avec Hitler. Il y a cette opération de débarquement en Normandie. Vous l'avez signalé, il y a le débarquement de Provence, qui fait suite à la campagne d'Italie, qui fait suite d'ailleurs à la libération de la Corse, qui commence en 1943. Bien sûr. En fait, cette libération dont les Américains s'enorgueillissent, à plus ou moins juste titre, est précédée par la manière dont les Français commencent à se libérer eux-mêmes. Ce ne sont pas les Américains en Corse, ce ne sont pas que les Américains en Italie. Vous avez tout à fait raison de parler de l'Italie, parce que par qui a été ouverte la route de Rome? Ce sont bien les Américains qui sont entrés à Rome victorieusement le 4 juin 1944, mais c'est les troupes coloniales françaises qui ont ouvert la route de Rome à Cassino. Et sans les tabors marocains qui montaient les canons de 75 à dos de mule, Cassino ne serait pas tombé aussi vite et la route de Rome n'aurait pas été ouverte. Et les bombardements américains, parce que ça c'est leur grand savoir-faire, n'ont servi strictement à rien. C'est les muletiers marocains, les tabors marocains qui ont gagné la bataille de Cassino. Vous évoquez, il faut le dire. Voilà, les Goum et Tabor marocains, effectivement, l'armée de juin a fait en sorte de libérer, a ouvert la route de Rome. libérer l'Italie, après avoir d'ailleurs fait l'admiration des troupes alliées à Bir Hakeim déjà. Comme les Anglais et les Américains avaient tendance à considérer que les Français étaient mauvais parce que la guerre avait été perdue, si j'ose dire, par eux en 39-40, alors que là aussi, l'armée française s'est battue avec héroïsme. Ce n'est pas le jour d'en parler, mais ce qui s'est passé en 39-40, c'est pas du tout une armée qui fuit, c'est une armée qui résiste héroïquement. C'est une armée qui a de mauvais chefs, c'est une armée qui a une stratégie dépassée, mais c'est une armée qui est courageuse et qui, effectivement, se bat courageusement. Et puis alors, en 44-45, la campagne d'Alsace, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, exceptionnel. Quand De Gaulle refuse d'abandonner Strasbourg, que nous avions libéré au mois de novembre 1944, il a ordre d'Eisenhower, et en fait de Roosevelt, d'abandonner Strasbourg, c'est-à-dire de le rendre aux Allemands au mois de décembre 1944, parce qu'il y a l'offensive des Ardennes. L'offensive des Ardennes, donc il y a le dernier coup de poker d'Hitler, qui n'avait aucune chance de réussir, mais qui sème littéralement la panique chez les Américains, parce que pendant 10 jours, ils vont se faire bousculer. Les Allemands ont des armes exceptionnellement modernes, ils ont les derniers chars Tigre, ils ont le Messerschmitt 262 réaction. Enfin bon, bref, ça somme, ils n'ont plus d'essence, donc ça va s'arrêter très vite. Mais dans les premiers jours, ça sème la panique dans les troupes alliées, et on demande à De Gaulle d'abandonner l'Alsace, d'abandonner Strasbourg. Et De Gaulle refuse. Il refuse pour 3 raisons. Il refuse d'abord pour une raison de principe, parce que c'était le serment de Couffrat de Leclerc. Nous ne déposerons les armes que quand le drapeau français flottera sur la cathédrale de Strasbourg. La deuxième raison, elle est, je dirais, humanitaire, parce que si on avait abandonné Strasbourg, la vengeance des Allemands aurait été à peu près l'équivalent de ce qu'elle a été pour les Hollandais dont on vient de parler. Ils avaient occupé l'Allemagne, ils avaient voulu l'Alsace, ils avaient voulu la germaniser, et comme les troupes françaises avaient été accueillies sous les vivats, il est clair que la réaction aurait été terrible, ça aurait été une nouvelle affaire de Varsovie. Et la troisième raison, elle est stratégique, et elle explique la présence de la France à la table des vainqueurs le 8 mai 1945. Le fait de garder
de conserver Strasbourg nous a permis, et de ne pas obéir aux Américains qui voulaient que toutes les troupes disponibles partent au nord vers le front belge, a permis à la France de gagner sa zone d'occupation en Allemagne et de passer le Rhin. Et sans cette zone d'occupation en Allemagne, qui était vraiment une prise de gage territoriale qui n'était pas du tout prévue à la conférence de Téhéran, dans les grandes conférences interalliées, il n'était pas du tout prévu que la France ait une zone d'occupation. Et c'est cette zone d'occupation qui l'a fait compter parmi les 4 vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Et je vais même plus loin, c'est grâce à cette zone d'occupation, on est allé d'ailleurs beaucoup plus loin que cette zone d'occupation, puisqu'on a occupé Berchtesgaden. Oui, on est allé chercher Hitler jusque dans son chenil. Exactement, et les Américains ne voulaient pas monter. Bon, il se trouve que les SS, ayant appris la mort d'Hitler, ont tout abandonné, ont mis le feu. Il n'y avait pas d'SS qui attendait les Américains à Berchtesgaden. Mais les Américains étaient terrifiés à l'idée de devoir monter jusqu'au repère d'Hitler, et c'est les Français qui sont montés, ils les ont laissés monter. Après quoi, ils leur ont dit c'est pas votre zone d'occupation, merci de rentrer chez vous. Bref, on a quand même conquis une zone d'occupation importante en Allemagne, et c'est elle qui nous a permis d'être, non seulement le 8 mai, mais d'être présents à la table des vainqueurs, mais aussi de faire partie du Conseil de sécurité de l'ONU qui est mis en place à ce moment-là. Alors, vous avez raison de parler de zone d'occupation, car quand même, parmi les projets américains, il y avait l'idée que la France soit elle-même une zone occupée. Ah mais bien sûr. C'était l'AMGOT. Alors, il y a 2 choses qu'on confond souvent, c'est pas tout à fait les mêmes. Il y avait des projets qui, heureusement, ne sont pas allés très loin, parce que De Gaulle a été mis au courant, notamment par Churchill, qui étaient des projets, mais réellement de dépaissement de la France. Roosevelt avait l'idée de diviser la France en plusieurs zones. Alors, il donnait là, par exemple, la rive gauche du Rhône aux Italiens, pour les remercier d'avoir changé de camp. Il créait une espèce d'entité. Il était lui-même d'origine néerlandaise, Roosevelt. Et donc il avait l'idée de créer une espèce de monarchie néerlandaise étendue qui se serait étendue jusqu'au nord de la France, à la Belgique. Enfin, c'était absolument incroyable. Et puis une zone démilitarisée vouée à l'économie, vouée à l'exploitation du charbon, qui aurait été une partie de la Lorraine, une partie de la Rhénanie, etc. C'était d'ailleurs un petit peu la matrice de la CK de Robert Schuman après. Bon. Mais donc ces projets ne se sont pas allés très loin, parce qu'on a fait valoir à Roosevelt qu'on ne pouvait pas traiter la France comme ça. Et notamment, il faut toujours rendre hommage à plusieurs généraux américains, dont Eisenhower, un type comme MacArthur, par exemple, qui était sur le théâtre Pacifique, était outré de la manière dont la France et dont De Gaulle étaient traités par Roosevelt. Donc tous ces gens-là l'ont un peu calmé. Bon. Mais il y avait le deuxième projet qui, lui, a failli réussir. Et l'échec a été consommé vraiment sur le fil, qui était le projet d'AMGOT. AMGOT, c'est le gouvernement militaire américain des territoires occupés. Territoires occupés pour la France. Et dans l'intitulé, la France était considérée comme l'Italie et comme l'Allemagne. Ou l'Allemagne. Et donc, alors l'idée était évidemment pas de l'occuper de façon permanente, mais c'était transitoire, le temps que les Français se dotent d'un gouvernement démocratique, car ils ne considéraient pas du tout De Gaulle comme un chef d'État démocratique. De Gaulle était considéré par Roosevelt, bien conseillé par Jean Monnet, bien conseillé par Alexis Léger, l'ancien secrétaire général du Quai d'Orsay avant la guerre, comme un factieux. Et donc, voilà, il y aurait eu un pouvoir militaire américain qui aurait désigné un peu qui bon lui semblait. Et les élections et les nouveaux pouvoirs publics auraient été mis en place sous l'égide de l'armée américaine. Bon, ça, De Gaulle, il a fait échec, mais je le répète, in extremis, grâce aux commissaires de la République qui sont surgis du maquis dans les premiers jours du débarquement pour remplacer immédiatement les préfets de Vichy et pour empêcher que des administrateurs américains qui arrivaient avec des valises de fausse monnaie, le fameux billet drapeau, qui valait, entre parenthèses, moins cher que le marque d'occupation, ce qui est quand même fou. Bon. Donc on a barré la route à ces gens-là et disons que le 14 ou le 15 juin, une bonne semaine après le débarquement, l'affaire était entendue parce que
De Gaulle avait pris ses précautions et qu'on avait empêché les administrateurs américains de s'installer. Donc, vous voyez, avec des amis comme les Américains, on peut se passer parfois d'ennemis. Absolument. Je rappelle que vous avez écrit il y a quelques années un livre remarquable, L'ami américain, où justement vous remontez loin dans les archives pour montrer à quel point les Américains ont été l'ami le plus surprenant de la France sur plusieurs décennies et même avant 39-45. Dans les quelques minutes qui nous restent, reparlons de ce débarquement. Votre livre se termine le 9 mai 45. Pourquoi le 9 et pas le 8 ? Alors, le 9, parce que la capitulation finale est signée à Berlin. Entre les quatre grands et les Allemands, et il y est minuit moins le quart, le 8 mai, quand l'acte final est signé. Or, il y a un décalage horaire avec Moscou, et à Moscou, on est déjà le 9 mai. Et donc, pour les Russes, c'est le 9 mai. C'est pour ça que les alliés de l'Ouest commémorent la capitulation allemande le 8 mai, et que le grand défilé de la victoire des Soviétiques depuis 1945, c'est le 9. D'accord. Ouais, donc, c'est normal. Donc, Éric Branca, 300 jours, 13 juillet 44, 9 mai 45. 10 mois pour en finir avec Hitler. On parlait aujourd'hui de la manière dont les Américains racontent l'histoire. Ce qui est frappant, c'est la manière dont les Français ont totalement adopté cette manière de le raconter, avec, comme d'habitude, une espèce de pudeur française pour cacher la manière dont le débarquement, ça a quand même fait des dizaines de milliers de victimes françaises. Et donc, vous parliez tout à l'heure de la grande spécialité des Américains qui est de bombarder. Arthur Harris, Bomber Harris, qui lui était anglais, a ravagé des villes entières pour des raisons qui, là aussi, stratégiquement, paraissent assez faibles. Je parle dans mon livre une partie d'un chapitre que je consacre aux martyrs des Normands. Le martyr des Normands, c'est quelque chose dont on parle rarement. Vous avez des villages entiers qui ont été rayés de la carte. Parce que justement, à cause de l'affaire du Bocage dont on parlait tout à l'heure, comme les Américains étaient bloqués, ils ont fait ce qu'ils savent faire, ils ont bombardé, mais ils ont bombardé d'ailleurs avec des victimes collatérales, dont leurs propres troupes. Il y a même un général américain et ses troupes qui a été atomisé, si j'ose dire, pulvérisé. Mais vous avez des villages entiers qui ont disparu. Les bombardements américains de la Seconde Guerre mondiale ont fait à peu près 70 000 victimes parmi les Français. De 42, puisqu'ils commencent réellement à être meurtriers en 42, jusqu'en 44. Eh bien, la bataille de Normandie, entre juin et août 44, c'est plus de 40 000 personnes. Et pas seulement, d'ailleurs, des personnes humaines, si j'ose dire. Il y a eu une destruction des troupeaux, du cheptel, du matériel qui a été considérable et qui a causé beaucoup de problèmes à l'agriculture normande. En travaillant un peu sur cette question, j'ai été stupéfait de voir que les historiens anglais et américains remettent en cause la pertinence du bombardement de Dresde, qui a effectivement été une horreur absolue, ou s'émeuvent des bombes incendiaires sur Tokyo, qui ont fait quasiment autant de morts qu'Hiroshima, mais que, en revanche, pas un de ces historiens ne parle justement des bombardements normands, comme s'il était héroïque et honorable de s'excuser auprès des Allemands, mais qu'il était bien normal d'avoir pillé les Français. Parce que vous parlez des villages, mais voilà, il y a des villes comme Le Havre qui ont été détruites à 80-90%. Je parle des villages parce que c'est symbolique, si vous voulez. Quand vous ne retrouvez pas un village... Comme en 14-18, rayé de la carte. Exactement, rien. C'est tout de même assez étonnant. Donc oui, bien sûr, il y a des villes comme Nantes. Nantes, le bombardement a donné lieu à toute une historiographie, parce qu'on pense qu'il n'avait aucune espèce d'utilité stratégique. Oui. On parle même d'ailleurs d'expériences qui ont été faites par les psychologues de l'armée américaine pour tester l'effet sur les civils. Or, qu'ils le fassent sur les Allemands, c'était déjà limite, puisque la population civile, par définition, n'est pas responsable de la guerre. Mais c'était toutes les conventions signées par les Allemands, les Américains, en tout cas, après tout, c'était nos ennemis, mais qu'on le fasse sur les Alliés, c'est quand même assez monstrueux. Arthur Harris dit à plusieurs reprises que les bombardements qu'il appelle stratégiques sont censés apporter la terreur à la population. Absolument, donc, autrement dit, lui revendique ce terrorisme d'État. Tout à fait. Et donc, effectivement, c'est un terrorisme d'État qui a été appliqué
expliquer aux Français, avec aussi des théories assez fumeuses comme quoi, une fois qu'une ville est réduite en ruine, c'est très compliqué pour un char de s'y déplacer et que donc ça allait fixer les Allemands. Donc il était bien légitime qu'on ruinât les villes pourvu qu'il y ait 2 ou 3 panzers qui soient coincés sous les gravats. Absolument, mais à Caen, ça leur a également causé beaucoup de difficultés pour se déplacer. Voilà, quand ils sont arrivés dans les ruines de Caen qu'ils avaient eux-mêmes provoquées. Éric Branca, il nous reste 2 minutes. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour non pas remettre les pendules à l'heure, mais donner une vue plus nuancée de cette victoire américaine. Vous aviez raison, vous le disiez au début de cette émission, indéniablement, nous avons été libérés par les Américains en partie, mais les Français ont abondamment participé à cette libération. Et voilà, il n'y a pas que la Normandie, la Provence, l'Alsace, le Médoc, enfin... L'armée française, une fois de plus, je le disais, a tué 300 000 soldats allemands. Et la résistance. Et quand je dis l'armée, oui. Et la résistance. Les forces françaises, y compris les résistants, ont tué 300 000 soldats allemands, donc ce n'est pas rien. Est-ce qu'on peut espérer qu'un jour, il y ait une vision plus équilibrée de la chose ? Il faudrait qu'il y ait un retour de balancier. Et un retour de balancier modéré. Vous savez, après la guerre, tout le monde était résistant. Maintenant, la grande tendance, c'est de dire que tout le monde a été collabo. C'est ni l'un ni l'autre. C'est ni l'un ni l'autre. Et donc, il faudrait rendre hommage à l'armée française, à la vraie résistance. Je ne parle pas des résistants de la dernière heure, sur lesquels j'ai également beaucoup écrit, mais que je ne considère pas comme des résistants, qui sont conduits comme des bandits, mais qui n'étaient pas des résistants. Mais la résistance, elle a eu un rôle très important. Parfait. Mais merci beaucoup, Éric Branca. Je rappelle une dernière fois le titre de cet ouvrage passionnant, 300 jours, 13 juillet 44, 9 mai 45, 10 mois pour en finir avec Hitler, aux éditions Perrin. Si jamais vous dites juste Éric Branca, 300 jours, ça marchera aussi. Merci beaucoup, Éric Branca. Merci à vous.